Chers collègues, chers participants, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier nos partenaires de l'ENSIB et de l'UCAM qui ont bien voulu m'associer à cette journée d'études sur une thématique aussi intéressante que la désinformation. Je me charge de vous faire cette communication sur l'information entre rationalisation et croyance. Normalement, je devais être parmi vous, mais malheureusement, pour des raisons administratives, je n'ai pas pu le faire. Mais je suis de tout cœur avec vous, même en étant resté à Dakar. Et je prie à ce que cette journée d'études soit une très belle réussite pour la recherche et l'enseignement dans cette thématique aussi intéressante que la désinformation. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, s'informer entre rationalisation et croyance. En fait, la rationalité implique la capacité de penser de manière logique, de prendre des décisions informées, basées sur des preuves et des arguments valables. Alors que la croyance est une conviction personnelle en quelque chose qui est perçu comme vrai, souvent basée sur des émotions, des expériences ou des informations partielles. Et quand on regarde de plus près ces deux définitions, on se rend compte qu'il y a une forme de contradiction entre rationalité et croyance. Et pourtant, ce n'est pas si évident. Pourquoi? Parce que, en fait, une croyance basée sur des preuves, sur des arguments valables, cesse d'être une croyance. C'est-à-dire qu'il y a un pont entre ces deux éléments. Il devient savoir. On passe du je crois à je sais. Donc la difficulté que nous avons eue dans cette présentation est de savoir, est-il possible de tirer une ligne de démarcation entre ces deux modes d'accès à la connaissance? Le rationnel, qui est la chose la mieux partagée au monde, on est tous des êtres rationnels, et le subjectif, l'intime, sont tous des êtres humains avec nos émotions, notre histoire, nos croyances, etc. Donc, ces deux modes d'accès à la connaissance, est-il possible de tracer une ligne de démarcation dans notre processus d'information? Ou alors, faudrait-il penser à diminuer la part de subjectivité dans le processus d'information? Et pour cette présentation, je vous propose de l'articuler autour de ces 5 points. D'abord, l'objectif, je l'ai déjà esquissé, mais je vais revenir très rapidement. Ensuite, le contexte dans lequel se pose ce débat-là. Nous sommes dans un contexte de désinformation. Les concepts clés, nous allons essayer d'éclaircir quelques concepts clés en partant déjà du concept de désinformation, de fake news. Et en quatrième lieu, nous essayerons de vous faire part des possibles interactions entre raison et croyance dans notre façon d'établir la véracité de l'information. Et enfin, je vous ferai part des propositions qui, une fois mises en œuvre, permettront peut-être à tout un chacun de réduire, entre guillemets, cette part de subjectivité dans sa façon de s'informer. Maintenant, on s'informe quand on recueille des renseignements, mais aussi quand on essaie de faire la part des choses, de différencier entre la bonne et la mauvaise information. Et dans ce processus de différenciation, on utilise des moyens d'accès qui peuvent être à la fois objectifs, la raison, la logique, mais subjectifs aussi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a dans le sens l'intuition, la foi et l'imagination. Donc c'est complexe comme processus. Complexe comme processus parce qu'il y a des éléments, des ingrédients qui relèvent de l'objectif, qui relèvent de la raison, et d'autres éléments qui relèvent du personnel, du subjectif. Donc notre objectif en tant que chercheur d'information, c'est de voir exactement comment diminuer la part de subjectivité dans nos façons d'établir la véracité d'information.
en partant de l'idée selon laquelle, étant des êtres humains, il serait impossible de mettre de côté toute la partie subjective dans ce processus-là. Pour y arriver, je vous propose un certain nombre d'éléments de concepts, de contexte du moins, articulés dans le monde actuel de la désinformation, en partant de cette image. Il s'agit d'une image fabriquée, utilisée dans les sites parodiques américains et français, et accompagnée d'un article qui disait que c'est un squelette humain de 8 mètres qui a été découvert sur un chantier par des archéologues. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la récupération que certains milieux ont fait de cette image. Plus particulièrement au Sénégal, par hasard, je suis tombé sur cette image sur les réseaux sociaux TikTok, où en sachant, entre guillemets, essayer de valider sa croyance en disant que voilà, ce que Dieu nous a dit sur les anciens hommes qui étaient des géants vient d'être validé par une preuve scientifique irréfutable parce que des archéologues ont trouvé un squelette de 8 mètres, etc. Et là, ça m'a tiqué. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Après quelques recherches, je me suis rendu compte que, en tout cas, c'est une fake news. C'est de l'information fabriquée, publiée dans un site parodique. Mais le problème, c'est que les destinataires, entre guillemets, les gens qui ne sont pas éduqués à l'information, qui ne savent pas exactement comment croiser, comment faire la part des choses entre la bonne et la mauvaise information, pour ces gens-là, c'est de l'information vraie. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est quoi? Ce sont tous des êtres rationnels qui croient. Et quand on croit, on ne cherche pas des preuves le plus souvent. Quand on croit parce que devant l'incertitude, devant certaines questions qu'on se pose, on a du mal à trouver des réponses et on se contente de croire. C'est-à-dire c'est rassurant. Mais dès l'instant qu'on est des êtres rationnels, parfois on cherche toujours, de manière plus ou moins désintéressée, des preuves à cette croyance-là. Quand on tombe maintenant sur certains types d'informations qui valideraient cette croyance, on saute là-dessus. On est désarmé. On perd notre esprit critique. Et c'est là où arrivent les professionnels de la désinformation. Ils sont opportunistes. Ils savent que l'information qu'ils véhiculent, qu'ils diffusent vers certains groupes, sera bien accueillie par ce groupe-là. Je vais y arriver tout à l'heure quand nous serons dans la définition de la désinformation. Autre élément de contexte, le web social, la démocratisation de l'accès à Internet, la facilité de production d'informations a rendu plus ou moins quasi impossible toute stratégie de contournement, ou en tout cas de maîtrise de la désinformation. Ce sont des effets amplificateurs. C'est-à-dire la révolution sociale du web qui a mis l'utilisateur passif qui auparavant n'avait pas ces possibilités de produire et de diffuser de l'information a rendu en tout cas la information exponentielle. Aujourd'hui, nous faisons face à des quantités énormes d'informations dont le contrôle qualité est impossible. On parle de gigaoctets de données publiées sur Internet, etc. par seconde. Et là, ça s'accompagne de ce qu'on appelle de pathologies informationnelles, parmi lesquelles la désinformation en fait partie, mais aussi d'autres pathologies, c'est-à-dire la ghettoisation du web. Je vois que ce qui m'intéresse, etc. Et voilà, à cela s'ajoute maintenant la délégitimation des médias classiques. Il y a une crise de confiance, une crise de défiance à l'égard des médias classiques, que ce soit les journaux ou bien les chaînes télé, etc. Surtout les médias mainstream qui sont devenus maintenant des médias d'opinion. Et les gens soupçonnent une connivence douteuse entre le monde des médias et le monde des affaires, qui fait que, en fait, les médias n'ont plus cette liberté d'informer. Ils sont parfois dans le service, en tout cas, d'une idéologie, entre guillemets, ou en tout cas d'un milieu d'affaires. Et les citoyens, étant informés de cela, se détachent de plus en plus de ces médias classiques, donc sont plus enclins à aller vers des sources plus ou moins douteuses, donc plus susceptibles d'être manipulés par certains désinformateurs. Il y a aussi un autre élément de contexte que je voudrais vous parler, c'est le capitalisme de surveillance.
je prépare un article là-dessus, le captage de surveillance ou la désinformation monétisée. Pourquoi? Parce qu'avec Internet, où tout est gratuit, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? Au fond, rien n'est gratuit. On n'achète pas par l'argent, mais on achète par quelque chose d'autre. On vend nos données personnelles. Les GAFA, en général, qui vous donnent accès à certains services, en échange, collectent vos données personnelles, qui vont leur permettre de vous mettre dans des profils informatiques, des profils cognitifs, de savoir exactement ce que vous voulez, etc., etc. Et à partir de là, vous ne recevrez que ce qui est en accord avec vos centres d'intérêt. Mais si ces centres d'intérêt sont idéologiques, et là vous serez toujours dans cette compartimentalisation idéologique. Vous ne sortirez pas. Et là vous resterez toujours dans cette forme de désinformation. Donc, dans ce contexte, la véracité informationnelle n'est plus l'idéal recherché, mais c'est la satisfaction de l'utilisateur. Le GAFA cherche à satisfaire l'utilisateur. Son besoin, soit un besoin correct ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je vais lui donner ce qu'il veut. Et là, ça accroît cette manipulation, ça accroît cette forme de désinformation avec Internet. Dernier élément de contexte, la science. La science n'est pas épargnée par cette vague de désinformation. On a tous eu vent de ce qui s'est passé pendant la Covid-19 avec cet article sur la chloroquine qui a été plus ou moins désastreuse pour le monde de la science. Un article fabriqué de toutes pièces, maintenant publié dans une revue de renommée internationale pour valider une idéologie, une théorie, etc. Et ce n'est pas nouveau, mais sauf que c'est une forme de désinformation qui est encore plus dangereuse parce que c'est validé par des scientifiques. Et là où c'est dangereux. À côté de ça, il y a aussi la prolifération dans le monde de la recherche, ce qu'on appelle les revues frauduleuses. Ce sont des revues qui font appel à des articles, mais qui au fond ne respectent pas, en tout cas, les modes de production de la connaissance ou de la connaissance scientifique. Ça, c'est important. Il y a à côté, il y a en fait le ghostwriting. Le ghostwriting, où des scientifiques sont achetés par des multinationales pour valider des théories, valider des desiderata. Donc tout ça participe à une forme de désinformation plus sournoise qui est destinée à des gens qui sont censés dotés d'un esprit critique qui les empêchait de tomber sur ces travers-là. Maintenant, fake news. Pour les concepts, je vais passer très rapidement sur les concepts. Déjà, j'ai préféré le concept de fake news, de désinformation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mot valise qui peut regorger plusieurs réalités. De la désinformation à la mésinformation, à la malinformation, en passant même parfois par la rumeur, la propagande, etc. Tout ce qui permet à quelqu'un, de manière délibérée, à faire mal, à nuire, à manipuler, à influencer, rentre dans cette catégorie de fake news. Et le plus souvent, pourquoi ça marche les fake news? Parce que ça mobilise des affects. Les fake news sont diffusés là où ils sont censés être acceptés. C'est-à-dire il y a des groupes, il y a des ghettos, il y a des clusters. Et l'objectif, c'est de tromper, c'est de vous maintenir dans l'ignorance. Et les motivations peuvent être diverses et variées. On a parlé tout à l'heure d'idéologie. Ça peut être la religion, ça peut être l'économie. On vous met dans les œillères, vous avez des œillères qui vous conditionnent, qui vous obligent à regarder dans une certaine direction et à réfuter tout ce qui serait en contradiction avec ces stéréotypes, avec ces préjugés collectifs. C'est ça, la désinformation. Et le terme fake news peut éviter plusieurs catégories. Ça part de l'information satirique à la propagande, en passant par l'information parodique. L'image que j'ai montrée tout à l'heure, c'est de la parodie. À l'information fabriquée, on fabrique du contenu à valider par une autorité, etc. Manipulation d'images fixes, c'est-à-dire les deepfakes qui commencent à émerger
à travers Internet, la publicité mensongère, la propagande, tout ça contribue à la désinformation. Maintenant, pour aborder le quatrième point, qui est le cœur de cette présentation, nous savons que le contexte est propice à une manipulation de l'information, avec les quelques éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais à côté, nous savons aussi que l'homme, l'être humain, dispose de raison, qui est un outil qui lui permet d'établir la vérité, de juger, d'évaluer. Mais cet être humain-là n'est constitué que de raison. Non. À côté de la raison, il a ses sens. Il a une croyance. Il a des opinions. Il a des sentiments. Il a des valeurs. Il a une éducation. Et le plus souvent, ces éléments plus ou moins subjectifs ont tendance à influencer ses prises de décision. Et c'est la raison pour laquelle c'est très compliqué actuellement, quand on est dans le monde d'information, quand on est dans l'information, c'est très compliqué de faire cette part des choses. Comment séparer le subjectif du rationnel, de l'objectif? Et la différence entre la raison ou l'opinion, la croyance, est très subtile. J'ai emprunté à Kant cette définition qui dit quoi? L'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante subjectivement, aussi bien qu'objectivement. Quand la croyance n'est suffisante que subjectivement, et qu'en même temps elle est tenue pour objectivement insuffisante, elle s'appelle foi. Et enfin, celle qui est suffisante objectivement s'appelle savoir. Ou l'opinion, insuffisance subjective et objective. La croyance, insuffisance objective, mais suffisance objective. Maintenant, quand la croyance est suffisante objectivement, elle cesse d'être croyance. Elle devient savoir. Donc, cette citation nous permet de faire le lien. La croyance objective avec des preuves, ça devient savoir. Donc, cela nous permet d'aller, pour continuer sur cette définition, en tout cas sur cette démonstration, vers l'information. L'information sont des faits objectifs rationnels. Mais le plus souvent, cette information ou ces faits sont dénaturés par notre façon de les percevoir. Nos humeurs, nos émotions, nos sens ne modifient-elles pas notre façon de percevoir, de se l'approprier? Donc, on est dans le cadre de l'opinion. Et Vladimir Volkov disait correctement que toute information est potentiellement désinformant. Il y a une partie de désinformation. Parce que, au-delà des faits, quand vous regardez à travers un miroir, par exemple, la qualité de la glace, vos humeurs, la qualité de votre vue peuvent dénaturer l'image que vous avez de vous. Vous êtes à côté d'une autre personne, il peut avoir une autre impression. Pourtant, les faits sont là, c'est vous. Mais vous n'êtes pas perçu de la même manière. Donc, c'est ça la teneur en désinformation dans l'information. C'est ça la part de subjectivité dans l'information. Romain Badoir a eu, en tout cas,
une représentation plus intéressante. Par exemple, il dit que pour construire notre opinion, nous avons besoin d'un certain nombre d'ingrédients qui partent des faits, des idées, des connaissances, des valeurs, des croyances et des paradigmes, nos systèmes de pensée. Le plus souvent, on s'identifie plus à nos valeurs, à nos croyances, à nos paradigmes, et moins aux faits, aux idées, à la connaissance. Et l'idéal aurait été qu'on s'identifie plus aux faits, aux idées, à la connaissance. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et dans notre processus d'information, la tendance c'est quoi? C'est de laisser nos valeurs, nos croyances, nos paradigmes influencer les faits et non le contraire. On aurait voulu, par exemple, dans un processus d'information, que ce que nous avons découvert comme fait, comme vérité, comme connaissance, on aurait voulu que ceci change notre façon de voir le monde. Mais c'est très rare. Le plus souvent, c'est le contraire. On est dans ce qu'on appelle les biais cognitifs. On a toujours tendance à ce que nos croyances influent sur les faits. Il n'y a pas d'espace, en tout cas dans notre cerveau, disponible pour que ces faits-là, en tout cas, changent notre façon de voir. Donc ça me permet de parler d'un exemple. Par exemple, au Sénégal, notre collègue Moussa l'a évoqué lors de sa présentation à l'ENSID. C'est-à-dire au Sénégal, en 2015, par exemple, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a eu une voyante qui s'est permis de dire que voilà, dans 48 heures, en tout cas dans 48 heures, il y aura un crash d'un avion dans le campus. En 24 heures, le campus est vidé. Et pourtant, ce sont des gens censés, entre guillemets, disposés d'un esprit critique, sont des gens rationnels, mais qui croient en des choses, qui croient en des mythes, et qui croient en voyantes. Donc, quand une voyante dit quelque chose, malgré leur niveau d'études, ils vont s'exécuter. Ça confirme ce schéma de Romain Boudoir. Nos valeurs, nos croyances et nos systèmes de pensée nous amènent à sélectionner les faits, les idées et les connaissances qui ont de l'importance pour nous. On ne cherche pas à changer, très rarement à changer, à faire le contraire. Très rarement, on cherche à changer nos paradigmes, nos croyances, nos valeurs, par la réalité des choses. Non, le plus souvent, c'est l'inverse. Et ceci a permis l'éclosion d'un nouveau type de croyance, entre guillemets, la post-vérité. Aujourd'hui, l'opinion est en train de prendre la place de la vérité. Je pense, je crois. Donc c'est vrai. À partir de ce moment, il n'y aura plus d'une vérité. Il y aura des vérités. La vérité est devenue maintenant une question de perspective. Donc on parle de faits alternatifs. Les faits doivent être les mêmes partout. Non, les faits changent en fonction des perspectives. Donc, ceci nous démontre que nous pousse à toujours considérer que, en fait, il est de plus en plus difficile de se départir de la désinformation. Parce que tous les ingrédients qui contribuent à son amplification sont là actuellement, à travers les éléments que je viens de vous exposer. Et les conséquences sont énormes. D'abord, il y a une déformation de la pensée rationnelle avec les biais cognitifs qui peuvent entraîner une pensée irrationnelle en biaisant l'interprétation des faits
et en limitant la capacité à évaluer objectivement les informations. On n'évalue plus objectivement, on évalue en fonction de notre sensation, de nos émotions, de nos valeurs, de nos attentes. Et ça va influencer les prises de décision parce qu'une décision, la meilleure des décisions sont les décisions qui sont basées sur des informations vraies. Et dès l'instant que ces informations sont biaisées, la décision ne peut pas être une bonne décision. Ce sera toujours une décision qui va provoquer le plus souvent des regrets à la fin. Maintenant, la proposition, quelles sont les approches qui nous permettent de se sortir de ce cambouis, de ces difficultés? Il y en a plusieurs. Je vous expose aujourd'hui des approches à la fois technicistes, basées sur l'outil informatique, et ensuite finir par l'approche humaine. Qu'est-ce que j'entends par approche techniciste? C'est-à-dire sur les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui par l'intelligence artificielle pour nous aider à choisir la bonne information. Il y a des méthodes linguistiques qui font appel au machine learning et qui partent de la représentation de textes, de mots, à l'analyse du discours, à la syntaxique. Parce qu'en fait, en linguistique, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la plupart des menteurs utilisent en oral ou en écrit le langage de manière stratégique pour leurrer leur public. Mais malgré leur tentative de contrôler leur discours, se produisent des fuites de langage décelables à travers certaines caractéristiques verbales, notamment la fréquence des mots, l'utilisation des pronoms, des conjonctions, des émotions négatives, etc. Donc, l'approche linguistique, son objectif c'est quoi? C'est de rechercher ces écarts-là, trouvés dans le discours. Donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est possible de l'automatiser. Il y a des recherches qui sont en train d'être faites dans des laboratoires et qui sont très avancées là-dessus. À côté, il y a les méthodes de vérification automatique des faits, fact-checking, qui comparent des textes, des informations provenant de sources multiples. Et avec cette difficulté qui est inhérente à l'accès à la vérité, qui est inhérente au défaut d'exhaustivité dans ce type de système. Parce que quand on veut vérifier systématiquement des informations, vérifier leur véracité à partir d'une comparaison des sources, il faut qu'on dispose d'abord d'une base de connaissances structurée, accessible. Mais est-ce qu'il existe une base assez exhaustive pour comparer toute l'information du monde? Ce n'est pas possible. Deuxièmement, ça doit calculer en temps réel le pourcentage de fiabilité d'une information. Ensuite, faire recours, parfois, le fact-checking automatique, il y a ceux qui peut faire recours à des experts, ce qu'on appelle le crowdsourcing fact-checking, à des experts qui sont là, mais malheureusement qui sont là et qui vont attendre les demandes et qui vont faire le travail de vérification après, avant de vous revenir, mais c'est un temps là, alors qu'actuellement, les gens n'ont pas le temps. Donc, tout ça, ce sont des méthodes technicistes qui existent. Avec le travers, parce que les méthodes mathématiques donnent un confort, c'est vrai, dans le traitement de masse de données, mais souffrent de lacunes héritées de la conception de l'information. Parce que le plus souvent, ce sont des méthodes héritées des informaticiens, et la perception de l'information par les informaticiens n'est pas la même que celle des professionnels de l'information, tels que les journalistes, en tout cas les bibliothécaires documentalistes ou les communicants, etc. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'entretien d'une base de connaissances. Cela nécessite quoi? Une base de données préexistante, contenant des informations validées à jour, portant sur une thématique donnée. Mais la construction de cette base de données obéit à un cadre, à une ligne. Mais cette ligne, ce sont des hommes qui sont derrière. Et connaissant les tentations des uns et des autres, il y a des possibilités de bidouiller, il y a des possibilités d'orienter, de mettre en valeur, ou en tout cas de considérer une source contrairement à une autre. Ça aussi, ça peut donner lieu à ce qu'on appelle la censure numérique. Alors, on se pose la question de savoir, devrions-nous, dans ce contexte d'urgence,
ne plus faire confiance à l'homme, à ses capacités à déceler la bonne information de la mauvaise information, et laisser ainsi le champ à l'automatisation avec tout cela, avec tout ce que cela comporte comme biais en termes de disponibilité. Les données ne sont pas toujours disponibles. En termes de neutralité, les données ne sont pas toujours neutres. En termes d'adaptabilité au contexte technologique, les contextes technologiques ne sont pas les mêmes. Du Canada au Sri Lanka, en passant par Dakar ou par Kaolack, ma ville natale, ce n'est pas les mêmes réalités. Et aussi au contexte psychologique changeant. Tout ça, ce sont des éléments que la machine aura du mal à en prendre en charge. C'est la raison pour laquelle je vous propose, en tout cas, de penser la lutte contre la désinformation en mettant l'homme au cœur du dispositif. Et là, c'est l'approche humaine qui peut se faire que par l'éducation aux médias et à l'information, qui est un appel à une convergence des champs entre information littératie et médias littératie. Les bibliothécaires, documentalistes, les professionnels de l'information et de la communication ont travaillé depuis les années 70 dans des dispositifs de formation à l'information. Ces dispositifs aujourd'hui sont mis à jour pour en tout cas conformer à la réalité de nos sociétés. Donc ce sont des dispositifs qui mettent en place des contenus en rapport avec la compétence à la maîtrise de l'information. Il faut savoir identifier un besoin d'information, connaître les sources pour faire des collectes, savoir traiter l'information, évaluer la véracité de cette information et l'utiliser. Donc tout ça participe dans ce qu'on appelle l'information literacy. C'est pareil avec le média literacy, qui vous permettront, en plus de l'information literacy, de connaître le fonctionnement des outils qui transportent l'information. Aussi de connaître le contexte dans lequel certaines informations sont traitées dans les médias, avec les questions en rapport avec les lignes éditoriales, etc. etc. Tout ça, c'est contenu dans ce dispositif que je vous propose. Donc c'est un dispositif qui est là en image, que je vous laisse peut-être après exploiter. Mais ce qui est intéressant à retenir, ce dispositif, c'est quoi? C'est que, en fait, il revient sur toutes les étapes de la recherche d'information. Comment on identifie un besoin d'information? Quelles sont les sources pour localiser cette information-là? Quels sont les outils qui nous permettent de traiter l'information? Comment évaluer l'information avec les critères en rapport avec la pertinence, la complétude, les précisions, la fiabilité, mais aussi l'esprit critique. C'est important, l'éducation à l'esprit critique. Faire l'effort de comprendre, de compréhension, faire attention aux préjugés, à vos propres préjugés dans l'évaluation de l'information et avoir une certaine ouverture d'esprit. Et ensuite, l'utilisation. Dans l'utilisation, l'évaluation doit nous permettre de savoir exactement si c'est une bonne ou mauvaise information. Si l'information est bonne, on l'utilise. Si l'information est mauvaise, on le signale. C'est une fake news, il faut le signaler. Et c'est là où intervient la socialisation. Et le signalement doit se faire à travers pratiquement les outils que nous utilisons pour nous informer, à travers par exemple les réseaux sociaux. C'est très important parce que les autres doivent profiter de ce travail d'information. Donc c'est un dispositif qui est basé sur aucune technologie, aucun algorithme. Il utilise les capacités humaines de traitement de l'information. Il n'a pas besoin de base de données, de référence à comparer aux informations prétendument fausses. Il n'est pas exclusif à un domaine spécifique. Il n'est pas dédié à un type d'information, information numérique. Il s'applique à l'information tout court, quelle que soit sa nature ou sa forme. Sa conception inspirée d'un modèle éprouvé de résolution de problèmes informationnels, l'information littératie, lui donne une certaine crédibilité.
il n'évalue pas l'information à la place de l'utilisateur, mais accompagne ce dernier qui, par un bon usage de son esprit critique, décide de la valeur de l'information. Son approche communautaire, par la recommandation, la signalisation, permet de faire de chaque utilisateur un vérificateur d'information. Et ce modèle doit être généralisé. Parce que quand on parle d'information, on est tous concernés, de la maternelle à l'université. Donc il faut tout faire pour intégrer ces dispositifs d'éducation aux médias et à l'information dans les programmes scolaires. Et pour cela, il faudrait l'implication des politiques, l'implication des institutionnels universitaires, mais aussi des professionnels, que ce soit des entreprises, des associations de professionnels de l'information, de la communication, etc. etc. Ça, c'est important parce que, en fait, déjà, c'est une invite faite aux États à mettre en œuvre des programmes d'éducation aux médias et à l'information, à intégrer dans le cursus scolaire et universitaire en formation initiale comme en formation continue. C'est la seule façon de prendre en compte et sur le long terme ces habiletés indispensables dans la société de l'information. C'est la seule façon de faire en sorte de diminuer toujours la part de subjectivité dans nos processus d'information. C'est la seule façon de faire appel toujours à l'esprit critique dans nos processus d'information. Parce que, comme disait Mero, le manque d'esprit critique et d'éducation aux médias et à l'information est le terreau des croyances aux théories complotistes qui circulent sur Internet. Je vous remercie.